Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire. 37 licenciements, l'usine Bopac de Bazouges sur le Loir ferme ses portes. Les salariés l'ont appris aujourd'hui. On s'intéressera aussi au chantier d'une pépinière d'entreprise à Vasse. Particularité, 10% de la main-d'œuvre est en insertion professionnelle. Et puis, autre chantier, celui du 4 de la rue d'Autriche, dans le quartier des Sablons du Mans, en accession sociale à la propriété. Les demandes affluent. On évoquera aussi la question de la sécurité dans le centre-ville du Mans, suite aux faits divers de dimanche dernier. Mon invité est Christophe Counil. Pour une double casquette, adjoint au maire du Mans en charge de la tranquillité. Vous réagirez à cette question de l'insécurité en centre-ville du Mans. Puis on parlera évidemment politique, puisque vous êtes le mandataire départemental de François Hollande. La nouvelle leur a été annoncée aujourd'hui. Les 37 salariés de l'imprimerie Bopac à Bazouges sur le Loir dans le sud Sarthe vont perdre leur emploi. L'usine mettra prochainement la clé sous la porte. Karma Duquesne. Colère aujourd'hui devant les locaux de Bopac, imprimerie spécialisée dans la production d'étiquettes agroalimentaires à Bazouges sur le Loir dans le sud Sarthe. Les 37 salariés étaient en grève après l'annonce de la direction de la fermeture prochaine de l'usine. Tous vont alors perdre leur emploi. La baisse de travail donc, est présente, il ne faut pas se cacher. Donc, pour nous, en tant que salariés, pour aider l'entreprise, on a accepté donc, de prendre déjà des journées de RTT que l'on avait acquis. Cela ne suffisant pas, donc un dossier de chômage partiel a été déposé fin mars jusqu'au 12 mai inclus. Donc des jours chômés de 1 voire 2 jours par semaine. Et ça n'a rien changé quoi, finalement. Donc nous, on a l'impression d'avoir été leurrés, quoi. L'entreprise Bopac avait été rachetée il y a 2 ans par le groupe d'imprimerie Otajon. Aujourd'hui, l'activité est en baisse. Les marges sont trop faibles, donc les prises de commandes, c'est limite, c'est minimum. Avant, on avait un gros marché qui, par exemple, on pouvait commander 6000 étiquettes. Aujourd'hui, on va en commander que 3000. La direction souhaite mettre la clé sous la porte en septembre. Elle propose des reclassements à certains salariés. Aucun n'a pour l'instant accepté. Tous espèrent la venue d'un repreneur. La direction de Bopac, de son côté, n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est le plus souvent une chance pour les personnes sorties de l'emploi. Depuis longtemps, de plus en plus de chantiers publics intègrent une clause sociale dans la procédure d'appel d'offres. Ainsi, à Vasse, 10% de la main-d'œuvre du chantier d'une pépinière d'entreprise sur l'ancien site militaire de l'État-Mat est en insertion professionnelle. Laure Girard. Après le dépôt de bilan de sa société de placo, Pascal se retrouve sans ressources. Pour ce cinquantenaire, signer un CDD de 6 mois en insertion était une aubaine inespérée. Pour trouver du travail, c'est pas facile. Donc là, j'ai la chance de pouvoir en avoir, j'espère garder. J'ai un contrat jusqu'au 27 juillet, donc après, à voir. Ici, on viabilise le futur Loire Ecopark sur 165 hectares. Un chantier colossal. Son but premier, redynamiser l'emploi du Sud Sarthe. Non seulement ça permet de prendre des personnes localement du bassin d'emploi, mais ça permet aussi pour les entreprises de continuer à garder ces personnes-là pour des chantiers ultérieurs. Les partenaires publics et privés s'associent et intègrent au marché des clauses sociales très fortes. Ici, près d'un ouvrier sur 10 est concerné. Sur le terrain, il n'est pas question de faire une différenciation entre le travail pour les clauses d'insertion et seuls les travailleurs de l'entreprise Colas. Sauf qu'effectivement, on a un œil attentif parce qu'on a une volonté de réussite encore plus forte. Dans cette entreprise, les derniers contrats d'insertion arriveront à terme en juillet prochain. Pascal, lui, rêve d'une embauche définitive. Allez, on maintient ouvert ce chapitre social avec l'accession à la propriété. Le Mans Habitat ouvre pour la première fois la possibilité à ses locataires de devenir propriétaires. 70 logements du 4 rue d'Autriche, c'est au Sablon, sont en train de partir comme des petits pains. Malika vit au Sablon, elle est locataire, elle rêve d'avoir son appartement à elle, devenir propriétaire. Et mes enfants commencent à grandir, et donc j'ai réservé je suis intéressée pour F3, parce qu'après mes enfants ils vont partir, donc il reste pour moi. Oui, c'est ça. L'appartement qu'elle ambitionne d'acheter se situe ici, au 4 rue d'Autriche, au Sablon. Une tour, comme il en existe beaucoup dans le quartier, mais la seule en accession sociale à la propriété. Une première pour le bailleur social, Le Mans Habitat. Du sol au plafond, ça a été revu. Voilà, une première chambre. 70 appartements sont disponibles. Mathieu Lapère est chargé de leur vente.
Par palier, vous avez 3 T3, 3 orientations différentes, un T2 et un T4. Il y a un engouement quand même au niveau du tarif qui est quand même assez attractif du fait des subventions de l'ANRU, de Le Mans Métropole, etc. Les tarifs sont compris entre 38 000 et 65 000 euros. C'est un peu plus cher pour les non-locataires de Le Mans Habitat. Réception des appartements dans un peu plus d'1 an après la fin de la phase de travaux. Plus de la moitié des appartements est d'ores et déjà réservée. Allez, on ouvre une page politique à présent avec mon invité, Christophe Counil. Vous êtes mandataire départemental de François Hollande. Bonjour. Bonjour. Alors, vous teniez une conférence de presse aujourd'hui pour dresser le bilan du premier tour. Alors, le premier des bilans, c'est de dire que, j'imagine, vous êtes heureux du résultat de François Hollande. Nous sommes plutôt très satisfaits de ce premier tour, en effet, puisque la Sarthe fait partie de ces 32 départements qui ont basculé en plaçant cette fois-ci en tête non pas Nicolas Sarkozy, mais le candidat socialiste, en l'occurrence François Hollande. Et puis dans le département de la Sarthe, bon, ça nous fait plaisir parce qu'on est sartois, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est le département du Premier ministre depuis 5 ans et que c'est aussi un désaveu, d'une certaine façon, pour François Fillon et donc Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est une victoire du PS ou alors une défaite de l'UMP au vu des résultats du FN en Sarthe qui ont forcément pris sur les résultats de l'UMP? Ce n'est ni une victoire, ni une défaite pour les uns ou les autres, parce que les choses courent jusqu'au 6 mai. Évidemment, et c'est mais le 6 mai, tour, comment on peut c'est le 6 mai au soir qu'on dira si on a gagné ou on a perdu. Être en tête est plutôt quelque chose qui est encourageant, qui montre qu'il y a une dynamique en faveur de notre candidat qui gagne 3 points par rapport à Ségolène Royal, quand Nicolas Sarkozy en perd 3 dans le département. Donc c'est une dynamique qui doit nous entraîner à nous mobiliser, mais il faut rester prudent. Et moi, la victoire, je la fêterai le 6 mai. Je reformule. C'est une dynamique en votre faveur ou un frein en défaveur de l'UMP au vu, je répète, des résultats du FN qui ont sans doute mordu sur l'électorat? Écoutez, il n'y a qu'à voir un peu comment la tournure que prend la campagne en ce moment, avec cette droitisation à outrance de Nicolas Sarkozy. On voit très bien que la dynamique, elle est clairement dans le camp François Hollande, puisque être obligé ainsi d'aller labourer les terres du Front National en reprenant les mêmes thématiques, les mêmes mots que Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, ça montre qu'il y a quand même peut-être beaucoup d'affolement de l'autre côté. Vous devez, vous aussi, parler aux électeurs du Front National? Mais bien sûr, les électeurs du Front National sont des électeurs comme les autres. Moi, je connais bien la situation, puisque j'ai moi-même affronté l'année dernière le Front National dans une cantonale lors du second tour. Il faut parler aux électeurs du Front National, parce que ce ne sont pas que des gens qui partagent les idées de Marine Le Pen, mais qui ont voulu aussi à un moment exprimer une colère, un désarroi, un manque de confiance dans la classe politique sur des thématiques aussi importantes que l'emploi, le pouvoir d'achat, la tranquillité publique ou le cadre de vie. Et il faut pouvoir parler. Comment leur parler ? Comment leur parler ? Tout simplement en faisant probablement l'inverse de ce que fait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire ne pas tomber dans la démagogie, parler avec la raison, exprimer les idées. Et François Hollande n'a pas changé de programme entre le premier et le second tour. Il ne changera pas de programme sur aucun point parce qu'on a une cohérence, on a un projet d'ensemble pour redresser la France, ramener de la justice fiscale, ramener de la justice sociale et ainsi améliorer la situation. Donc un programme que vous allez poursuivre... dont vous allez poursuivre le développement et la promotion lors de cette fin de campagne, qui aura la même forme que l'avant-premier tour, le porte-à-porte, notamment. Oui, alors ça c'est la grande découverte. Personnellement, j'y croyais pas beaucoup et finalement, les militants qui ont commencé à faire du porte-à-porte sont enchantés, d'abord de l'accueil et puis de cette nouvelle façon de faire campagne, qui est quand même autre chose que de coller une affiche ou distribuer un tract. Dans le département, nous avons frappé à 9000 portes. Hier soir, il y en a 3781 qui s'étaient ouvertes. Donc, c'est autant de contacts et on va continuer. On s'est fixé l'objectif d'ici le vendredi 4 mai d'en ouvrir 1 millier supplémentaire. Des grands rendez-vous prévus ? 2 grands rendez-vous. Le premier, un rassemblement festif. Place de la République, samedi à partir de 15h. J'invite tout le monde à nous rejoindre pour ce moment un peu de fête, pour montrer qu'une campagne, ça peut être quelque chose aussi de joyeux, et puis faire passer un certain nombre de messages en cœur de ville et montrer une mobilisation. Et puis un meeting, bien entendu, le mardi 1er mai à 18h aux Saunières, notamment avec la présence de Vincent Payon, le Monsieur Éducation du Parti Socialiste, et puis Yannick Jadot, un député Europe Écologie Les Verts. Objectif du deuxième tour en Sarthe, est-ce que vous l'avez chiffré ? Est-ce que, j'imagine, il y a un résultat rêvé, un résultat réaliste ? Non, je n'ai pas chiffré. Moi, mon objectif en Sarthe, c'est 50% des voix plus une, c'est-à-dire être majoritaire. Ségolène Royal l'était la dernière fois. Je pense que François Hollande le sera à nouveau, mais il faut vraiment que les gens aillent voter.
Christophe Counil, vous restez avec nous car on parle de l'insécurité des nuits Mancel, à présent, qui revient sur le devant de la scène suite à la rixe mortelle sur fond d'alcool qui a coûté la vie à un jeune homme de 21 ans. C'était dimanche, peu avant 6 h du matin, au pied de la Tour Émeraude. Dans son édition de mardi, le Maine Libre titrait « La sécurité des fêtards est menacée ». Nous avons voulu en savoir un peu plus en interrogeant les professionnels de la nuit. 3 questions à 3 d'entre eux posées par Pierre Lelès et Laure Girard. Depuis 6 mois, grosso modo, oui, effectivement, il y a un peu plus de tension à l'extérieur, aux fermetures de bars. Avant, c'était vraiment des coups de gueule. On ne faisait pas appel à des armes blanches qu'on appelle couteaux ou autres. Moi, peut-être que c'est dû à mon faciès, allez savoir. J'ai pas trop de soucis. Mais l'insécurité, non, je pense pas qu'elle ait vraiment changé. Elle a toujours été là, si on fait pas attention où on va et dans quel quartier on traîne la nuit. Mais pour moi, il n'y a pas plus d'insécurité qu'avant, quoi. La meilleure technique qui prévaut pour tout, je pense, c'est la communication, le dialogue. Après, effectivement, essayer de prendre les choses avec le sourire et plus de légèreté, sans faire monter les tensions, je pense que c'est plutôt la solution. Et essayer aussi de connaître les gens à qui vous vous adressez, ça aide toujours. Bon, de temps en temps, on refuse des gens, alors on leur propose de souffler dans le ballon. Et puis, c'est un petit jeu rigolo, mais... Bon, rarement elles le font. Ils préfèrent faire demi-tour. Et puis, bon, c'est une méthode comme une autre. Il y en a plein. Chacun doit avoir sa petite méthode à sa porte. C'est vrai que depuis quelque temps, on a pris quelqu'un en surveillance, voire même s'il se passe des petits soucis, de les mettre dehors gentiment, quoi. Enfin, de leur faire comprendre gentiment que la sortie est par eux. Moi, je suis pour la vidéosurveillance dans les grands axes publics et des commerces. On a le droit de verbaliser quand on boit sur la place publique. Donc il faut verbaliser. On va verbaliser le client qui sort d'un débitant de boisson, on va verbaliser et le débitant de boisson et le client, mais quelqu'un qui boit sur la voie publique alors qu'on peut le verbaliser, on ne le fait pas. Donc il faudrait peut-être le faire quand même. Je ne sais pas où est la solution, je pense qu'il faut une sensibilisation, une mobilisation et surtout de ne pas oublier la responsabilité de tout à chacun. Les responsables, Christophe Counil, de cette insécurité, de ces problèmes qu'il y a en fin de nuit, souvent à la fermeture, la responsabilité, elle vient des tenanciers d'établissements, des patrons qui laissent boire, qui ne contrôlent pas, ou elle vient des consommateurs tout simplement, qui ne se contrôlent pas eux-mêmes? Bon, je crois d'abord qu'il faut raison garder. Le Mans n'est pas Chicago, c'est pas le Bronx. La nuit, la ville reste tranquille, même si on n'est jamais à l'abri d'un incident dramatique comme on l'a vécu le week-end dernier. Après, je crois que c'est la société dans son ensemble qui est responsable. C'est qui est responsable parce que a-t-on besoin de s'alcooliser autant, et cette problématique de l'alcool reste pour moi le danger numéro 1 en cœur de ville, puisque dès qu'on a trop bu, on perd un petit peu la raison, et finalement ça peut conduire à des actes que l'on regrette le lendemain. La vidéosurveillance, le dossier a été évoqué, vous l'avez évoqué avec nous déjà sur ce plateau. On en est où? Eh bien écoutez, le dossier suit son petit bonhomme de chemin, je serais dire. Nous sommes en train de rédiger l'appel d'offres pour lancer justement l'appel d'offres pour pouvoir poser des candidatures. Donc il sera lancé début mai avec une réponse début juillet par rapport au Code des marchés publics. Ensuite, à partir du chiffrage qui sera fait, il y aura un débat en conseil municipal et une consultation des habitants que l'on va situer probablement au mois de septembre. Donc on peut estimer que fin septembre, le dossier sera bouclé du point de vue de la décision de mettre en place ou de ne pas mettre en place ce système de vidéosurveillance. Une brigade canine, on nous a parlé quand on allait toquer à la porte des patrons de bar. Va se mettre en place en fait au Mans, c'est ça? Oui, ça c'est une initiative du commissaire Chomard, c'est-à-dire de doter ces hommes de chiens qui permettent de pouvoir intervenir d'une façon plus efficace, et on l'a vu lorsque on se fait prêter la brigade canine d'autres villes, mais pour mettre des chiens, il faut qu'il y ait des hommes. Et moi, la baisse des effectifs de la police nationale sur la ville, moins 14 postes actuellement, m'inquiète beaucoup aussi. Christophe Counil, merci beaucoup d'être passé dans ce journal, un journal qui est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info en direct demain 18h30, ça sera avec Karma Duquesne. En attendant, passez un excellent moment sur notre antenne. Au revoir.